Bonjour, c'est Lynn Miron. Ça va bien? Ça va très, très bien. Oui. En ce 11 février 2013, Oui. c'est la semaine de la Saint-Valentin. Mhm. Et on a pensé que peut-être, quoi de mieux que d'interroger un enseignant en chorologie, Mhm. maître chorologue, pour nous parler de cette belle semaine de Saint-Valentin, mais aussi de nous parler de lui, de Yves Mailly. Mhm. Alors Yves, j'aimerais connaître davantage quel a été ton parcours pour t'emmener à la chorologie. Alors, on va essayer de réduire ça dans quelques minutes. Ouais. C'est sûr, c'est un long chemin qui n'a pas paru long, qui était toujours ponctué de découvertes, de compléments, d'agrandissement. J'aime beaucoup ce mot-là, la grandeur, l'agrandissement. Ça fait partie de ce que j'ai reçu comme héritage. Alors, ça a commencé à l'âge de 20 ans. Je vais avoir 56 ans très bientôt, le mois prochain. Et ça a débuté par, je pense comme un petit peu tout le monde, un certain malaise, un certain mal-être intérieur, vécu dans l'adolescence particulièrement. Et je faisais des demandes, je pense. Je demandais à l'univers, à Dieu, on peut l'appeler comme on veut, à notre sagesse, à ma sagesse, en tout cas, de m'offrir des... À l'époque, ça devait être des solutions, en tout cas des voies différentes pour me libérer de cet inconfort que j'avais. Et ça m'a mené à découvrir que le yoga existait. En 1977, je n'avais jamais entendu parler du yoga. J'étais étudiant au cégep. Et j'ai rencontré des gens qui pratiquaient à l'époque ce qu'on appelait le Raja Yoga, qui est un yoga plus spirituel, intérieur, à travers la méditation, la connaissance de soi. Ça se passait où, ça, à Montréal? Ça se passe à Montréal, effectivement. Donc, à cet endroit-là, c'est là que j'ai étudié. J'ai rencontré un maître en yoga, un swami, qui m'a permis de découvrir des belles leçons de vie, qui m'a donné des outils pour faire en sorte que les leçons de vie que j'apprenais puissent me propulser vers ce que je cherchais dans le fond, qui était une qualité d'être, une qualité de vie, meilleure paix à l'intérieur de moi aussi, paix physique, donc à travers le yoga. J'ai fait du yoga physique aussi, ce qu'on appelle le hatha yoga. Paix mentale à travers la méditation, à travers la pensée positive, paix émotionnelle aussi pour me rendre compte que cet aspect de moi était ignoré parce qu'il y avait des souffrances, donc les émotions étaient présentes, mais j'y touchais pas. Et en apaisant le corps et l'esprit, qui est le but du yoga, les émotions s'apaisaient aussi. Mais tout n'était pas résolu, alors les émotions revenaient et les malaises aussi physiques, j'ai eu certains malaises physiques aussi, qui m'ont amené à chercher. Je crois que je suis né chercheur, je suis né étudiant, éternel étudiant, et ça m'a amené à regarder les différentes facettes de la santé, du mieux-être. Tu as fait du yoga pendant combien d'années? Alors, j'ai commencé en 77 et je pratique le yoga, donc ça fait 35 ans à peu près là, maintenant que je fais du yoga. Mais comme je dis à mes étudiants, parce que je forme des professeurs de yoga aussi, on ne peut pas dire qu'on fait du yoga. Les Occidentaux, on va dire qu'on fait du yoga, mais le yoga, c'est un état d'être. Le mot yoga, ça veut dire union. Alors, c'est un état d'union avec la source qui est à l'intérieur de soi, avec sa vivance, en union aussi avec la source de vie, l'univers, tout ça, avec la nature, avec les autres aussi. Donc, c'est un état relationnel en même temps. Donc, c'est pour ça que je mentionne que je ne fais pas du yoga, mais le yoga fait partie de ma vie. Et ça m'aide à avoir cet équilibre, cette harmonie précieuse et qui fait en sorte que c'est une pratique aussi que j'inclus dans ma routine quotidienne. Du yoga, j'imagine que ça t'a ouvert des voies vers d'autres qui étaient curieux de nature, Exact. envie d'apprendre. Alors, tu as étudié dans quoi d'autre? Alors, c'est sûr que, étant donné qu'il y avait des petits malaises physiques, alors je me suis intéressé à la naturopathie.
Alors, tout ce qui contient la naturopathie, un peu même avant, mais faisant partie de ce domaine-là, qui est la nutrition, l'alimentation, de voir que l'alimentation avait un impact sur mes émotions aussi, sur mon énergie. On le sait maintenant, mais dans les années 70-80, c'était moins courant. Et de voir que, particulièrement, certains aliments, le sucre, entre autres, produisait des symptômes d'hypoglycémie. Puis, j'avais mangé beaucoup de sucre à l'époque, étant plus jeune. Alors, les symptômes d'hypoglycémie produisaient certains inconforts qui avaient besoin d'être solutionnés par des changements alimentaires. Je me suis intéressé à la naturopathie et je suis devenu naturopathe. Donc, j'ai bâti une clientèle, j'ai ouvert un bureau où je conseillais les gens. Et je continue à l'occasion aussi d'offrir des conseils en naturopathie aux gens pour les guider, les aider dans leur cheminement de rétablissement au niveau de la santé physique. Parce qu'on a beau vouloir faire une démarche plus intérieure, de connaissance de soi, de mieux-être, de libération, mais si notre aspect physique n'est pas en harmonie, que ce soit par l'activité physique, les mouvements comme le yoga physique, le hatha yoga ou l'alimentation, pour moi, c'est un point de départ. Ce n'est pas suffisant, par contre. Et pour moi, c'est ça qui a fait partie de ma démarche. C'est une démarche qui est intégrale, qui est globale, qui inclut la dimension physique, mais grâce au yoga, qui inclut aussi ce qu'on appelle la dimension énergétique. Parce que souvent, les gens ne le savent pas, mais le yoga, c'est une discipline énergétique. On connaît les centres énergétiques, on appelle les chakras, donc les centres énergétiques, les nadis, qui sont les trajets semblables aux méridiens d'acupuncture, et par la respiration, je vous apprendre une bonne respiration, donc la respiration est, dans le fond, une technique, un outil pour permettre de nous relier à la dimension énergétique, et comme en médecine chinoise, que j'ai abordé un petit peu aussi à travers mes études, le but est de favoriser la circulation de cette énergie-là, parce que si elle est bloquée, c'est là qu'arrivent les malaises, les mal-être, malaise physique, mais aussi malaise émotionnel, blocage mental aussi, et vice-versa, c'est-à-dire que nos attitudes mentales peuvent bloquer notre énergie aussi. Donc, c'est l'interaction entre tout ça, le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, qui m'a amené à poursuivre dans les démarches physiques. J'ai enseigné la massothérapie, j'ai étudié plein d'outils aussi, mais un dénominateur commun, ça a toujours été l'aspect relationnel, et j'ai découvert les enseignements de Jacques Salomé, que lui a appelé la méthode Esper, la communication relationnelle, et c'était un élément qui s'est rajouté pour voir que beaucoup des difficultés des gens que je reçois en coaching, entre autres, il y a une composante relationnelle. Que ce soit des relations présentes, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec un enfant, que ce soit au niveau du travail, mais aussi des composantes relationnelles par rapport à notre passé. C'est-à-dire ce que Jacques Salomé appelle le biberon relationnel, ce à quoi on a été nourri dans nos relations passées, ça a laissé des empreintes. Et ces empreintes-là, sous forme de blessures, souvent, sous forme de besoins non reconnus, non comblés, viennent polluer notre présent aussi. Donc, le présent a toujours été une préoccupation, donc l'aspect relationnel avec le présent. C'est ça que la communication relationnelle m'a aidé à éclaircir. Et est arrivé un petit peu avant ça, ce qu'un de mes amis a créé un terme qui s'appelle la chorologie. La chorologie, ça m'a plu énormément parce que ça fait référence à la dimension de l'être. La chorologie, ce n'est pas le cœur physique, mais c'est la dimension de la vivance. Un beau mot aussi que j'empruntais à Jacques Salomé. La vivance, c'est tout ce qu'on est. À tous les niveaux. Souvent, je compare l'être humain à un village. Donc, il y a un village et il y a plusieurs maisons dans ce village-là. Et une des maisons, c'est le corps physique, une autre, c'est la dimension énergétique, l'autre émotionnelle, l'autre mentale, l'autre spirituelle, intuitive, de notre âme, on peut l'appeler comme on veut, et d'être capable d'intégrer toutes ces parties-là en n'en rejetant aucune, et en voyant que chacune est bonne. Il n'y a rien de mauvais dans chacune de ces maisons de notre village-là. Donc, c'est la chorologie, que j'appelle maintenant aussi l'intelligence du cœur. On connaît l'intelligence intellectuelle, le QI, quotient d'intelligence. On a parlé du quotient émotionnel ou l'intelligence émotionnelle dans les années 80-90. Et quand j'ai entré en contact avec ce terme de l'intelligence du cœur, je trouvais que ça résumait vraiment
tout le travail que j'avais fait et qui reste maintenant à le partager comme je fais là, à travers l'académie, qui s'appelle maintenant Communiqueur, comme pour communauté, unie dans le cœur, dans la vivance. Et la vivance, pour moi, c'est l'authenticité, c'est la vérité aussi de qui on est, d'être capable de reconnaître cette authenticité-là, en dehors des conditionnements qui viennent de l'extérieur. Et ben, c'est une aventure que vous connaissez déjà, que tu connais bien déjà. Ça nous ramène, cet enseignement-là me ramène tellement dans le moment présent et la présence. Le moment présent, c'est un concept qu'on connaît, mais la présence... Oui, exact. Ça rajoute, parce qu'on dit souvent vivre le moment présent, mais vivre le moment présent, c'est vague, hein, c'est comme on dit lâcher prise. C'est des concepts. Alors pour moi, toute la démarche que j'ai suivie, les enseignements qu'on m'a transmis et que je continue à transmettre de ma part, sont basés sur l'expérimentation. Donc c'est pas une croyance, c'est pas quelque chose d'intellectuel qu'on étudie, mais c'est une expérimentation. Et le présent, on ne peut que l'expérimenter. On ne peut pas parler du présent sans le vivre. Donc, vivre le moment présent, c'est d'être présent au présent. Et dans ce présent-là, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et ça demande une attention, ça demande une tranquillité aussi qui est là. Et c'est riche d'enseignement, le moment présent. C'est guidant aussi, le moment présent. Ça nous accompagne, le moment présent. Donc, la présence à l'être, dans le fond, à la vie, c'est ça, vivre le moment présent. Si on résume, le début, c'est le yoga qui t'a emmené vers la naturopathie. Ensuite, il y a eu la rencontre avec ton ami qui t'a parlé de la chorologie. Je sais aussi que tu fais de l'hypnose. Oui, exact. Donc, l'hypnothérapie, c'est rajouté comme outil de consultation, de coaching. Quand je fais un coaching ou quand je reçois quelqu'un qui vient me voir pour une séance d'hypnose, j'ajoute toujours le coaching en intelligence du cœur, mais l'hypnose est une belle porte d'entrée parce que de plus en plus, on sait comment l'inconscient agit dans notre vie et que si on agit seulement sur nos comportements, si on agit seulement sur notre conscient, sur la volonté, on n'a pas beaucoup de résultats. Alors que la beauté de l'hypnose, ça nous permet d'avoir un accès à nos ressources à l'intérieur de nous. Et c'est un bel outil qui est utile. On peut l'utiliser en auto-hypnose, on peut l'utiliser aussi dans un cadre de coaching qui permet de faciliter, d'accélérer le processus, mais ça reste un outil, ça reste une technique. Donc, je distingue l'outil, les techniques. Il y a d'autres techniques comme la technique de libération émotionnelle EFT, les techniques de respiration aussi, qui sont des techniques qui sont utiles, mais le plus important, c'est le chemin. C'est-à-dire le chemin qui nous amène à cette connexion, à cette relation avec ce présent, avec qui on est, avec notre essence, pour libérer. Hein, il y a une chanson, moi je le dis souvent dans mes conférences, chanson de Michel Rivard, j'aime beaucoup le titre, Libérer le trésor. Alors pour moi, chaque être humain est porteur d'un trésor. Ce trésor-là, c'est nos ressources, c'est nos richesses à l'intérieur de nous. Et par-dessus, il y a souvent de la boue. C'est comme en Orient, on voit cette image-là du Bouddha, de la statue du Bouddha recouverte de boue, qui est un peu la symbolique de tout ce qu'on a rajouté, mais qui nous appartient pas, qui n'est pas nous-mêmes. Donc, le travail qui est la démarche consiste avec les outils, mais l'accompagnement en coaching permet d'accéder, ce qu'un autre auteur a appelé le meilleur de soi aussi. Donc, c'est hypnose, un outil pour contacter ça, mais aussi la pratique du coaching, la pratique en intelligence du cœur, qui donne l'expérimentation de toucher cette partie de nous qui veut vivre, que j'appelle notre grandeur aussi, notre grandiosité. Alors, on peut agrandir notre registre d'expérience et qui fait en sorte qu'on ne vise pas des objectifs absolument extérieurs à soi
oui, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des objectifs qu'on a à l'extérieur, mais le plus important, c'est le chemin qui nous mène vers cet objectif-là. C'est qui on devient grâce à l'objectif. Beaucoup plus que d'atteindre un objectif, puis après on va atteindre un autre et un autre, mais c'est une quête sans fin à ce moment-là. Tu mentionnes le mot coaching. Mhm. C'est certainement pas un mot qu'on utilisait il y a à tes débuts. Hein, Tout à fait. Ouais. C'est une nouvelle, c'est un nouveau mot qui est de plus en plus véhiculé. Mhm. C'est quoi, toi, ta description du coaching? Parfait. Tu as tout à fait raison de poser cette question-là parce que c'est vague pour les gens qui n'ont pas eu la chance de vivre le coaching. D'abord, le coaching, ça peut se faire individuellement, un à un coach et une personne qui consulte le coach, ou ça peut se faire en groupe aussi. Moi, je privilégie la dimension du groupe parce que ça crée ce que j'appelle un cercle, on parlait de présence, un cercle de présence amplifiée. Donc, la présence de chaque personne dans ce cercle-là amplifie le contact avec la vivance, amplifie le contact avec nos émotions, avec nos ressources, avec nos richesses. Et l'autre vient stimuler, dynamiser cet aspect-là. Alors que ce soit en individuel ou que ce soit à travers un groupe, un petit groupe ou un plus grand groupe, hein, ça peut être 5-6 personnes ou ça peut être 25 personnes, 30 personnes aussi, ça se fait bien de cette façon-là. Alors le coaching, dans le fond, c'est en intelligence du cœur, parce qu'il y a différentes voies de coaching. Mais le coaching, finalement, c'est quoi? C'est d'aider la personne à être en contact avec ses ressources, donc d'avoir plus de clarté sur ce qui l'habite et d'avoir plus de clarté aussi sur les limitations, sur les obstacles, sur les résistances qui empêchent l'actualisation de ce qu'on appelle notre potentiel. Pour moi, chaque être humain a un potentiel immense. Et on le sent, tout le monde, tout être humain, il sent qu'il pourrait être plus dans sa vie, mais des fois, on endort ce potentiel-là. La société est bien bienveillante pour ça. Elle nous offre beaucoup de distractions, beaucoup de moyens pour se dissocier de notre ressenti. Alors qu'une personne qui veut vivre sa vie à plein, qui veut être au meilleur de son potentiel, le coach va pouvoir l'aider, l'accompagner dans ce processus-là pour mieux vivre, entre autres, ce moment présent. Dans le présent, ces ressources, c'est là qu'on peut les vivre. C'est pas plus tard. On peut les agrandir, on peut de plus en plus les développer, mais c'est à chaque instant qu'on peut se nourrir de qui on est. Donc, au lieu d'être nourri de l'extérieur, on est nourri par soi-même. On devient autosuffisant. On devient responsable de son bien-être, de son bonheur, de sa qualité de vie aussi. Donc, le coaching, c'est un accompagnement. Différent d'une thérapie où la thérapie, c'est qu'il y a un malaise, il y a une difficulté, et on essaie de résoudre cette difficulté-là par des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes. Alors que le coaching, à la base, on part de ce qui est sain à l'intérieur de la personne et on enlève tout ce qui n'est pas utile pour laisser place au meilleur de cette personne-là. Donc, on apprend à se reconnaître, on apprend à augmenter notre vivance, et avoir aussi plus de clarté, comme je mentionnais, pour arriver particulièrement dans le coaching en intelligence du cœur, à agir de façon inspirée, contrairement à une action qui va être motivée. Une action motivée, ça vient de l'extérieur. Et ça peut être motivé par des gens autour de nous, ça peut être motivé par la société, qui sont des conditionnements, finalement. Tandis que la motivation, ou plutôt l'action inspirée, ça provient de l'intérieur. Le cœur, c'est ce qui nous habite de plus beau, de plus grand. Et cette inspiration-là nous amène pas à pas à déployer, un peu comme la chenille qui passe, qui se transforme en papillon. Donc on déploie tranquillement ce potentiel-là par les actions inspirées, où la vie nous guide pas à pas vers l'expression du meilleur. Pourrais-tu dire que c'est comme un nouveau mouvement, en fait? Parce que c'est pas quelque chose qu'on entendait, ces principes-là ou ces concepts-là. C'était plus dans l'action motivée. Oui, tout à fait. Dans les années, je dirais même il y a 10 ans. On peut-tu dire que on peut appeler ça un nouveau mouvement ou c'est quelque chose que... C'est peut-être nouveau dans la... Comment on dirait ça? Dans une conscience collective, c'est ça. Dans la dimension
culturel ou social, on n'entend plus parler. C'est comme le yoga, quand je pratiquais ça en 77, c'était marginal. Aujourd'hui, ceux qui ne pratiquent pas le yoga ou qui ont une réticence, c'est eux qui sont marginaux. Alors, ça se transforme. Alors, effectivement, cette façon d'aborder la vie humaine est nouvelle, mais pas nouvelle, parce que ça existait depuis la nuit des temps, que ce soit toutes les traditions, particulièrement en Orient, mais même en Occident aussi, ça a toujours existé. Mais c'était peut-être plus réservé à un certain groupe et moins diffusé. Maintenant, avec les moyens modernes comme l'Internet, c'est plus facile d'avoir accès. Il y a des livres aussi de plus en plus, où les gens ont passé par ces étapes-là. On parlait de la pensée positive, la pensée créatrice. Le livre Le Secret même a remis en ces deux concepts-là, de la loi d'attraction, tout ça. Mais c'est la surface. C'est-à-dire que là, les gens ont besoin de plus que d'avoir une solution de surface. Ils veulent aller maintenant en profondeur. Ils veulent réaliser. Ils veulent que ça fonctionne. Et ce qu'on peut appeler de nouvelle approche, mais c'est un mûrissement, je crois, où on est arrivé, où les gens sont prêts, le désir d'arriver à habiter ce qu'ils souhaitent vivre, mais que ce ne soit pas seulement un espoir futur, mais que ça devienne une réalité à chaque instant du quotidien. Oui, ce n'est pas nécessairement accessible seulement aux initiés. Ça existe aussi. Ben, c'est ça. Avant, c'est un petit cercle auparavant, dans les années, des milliers d'années. Mais aujourd'hui, tout être humain, les hommes, les femmes, les enfants, que ce soit d'un niveau familial, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, l'aspect matériel, on vit dans un confort matériel, dans une certaine sécurité. Alors tout ça est acquis. Mais il reste quand même que l'être humain est fait pour vivre plus que ce confort-là. On a besoin de profondeur versus la société nous amène plus dans un nivellement. Tout le monde a les mêmes droits, les mêmes privilèges, mais ce n'est pas nourrissant pour autant. Alors qu'ici, cette voie-là, tout le monde cherche cette profondeur. Mais quand on dit profondeur, ça veut dire que c'est sérieux. On peut avoir une joie. Donc, l'intelligence du cœur, c'est un des concepts. C'est qu'on est à la fois en contact avec la profondeur, un sens profond à la vie, mais en même temps avec une légèreté, avec une joie de vivre. Et ça c'est la combinaison de ces deux facettes-là qui relie, dans le fond, au niveau du cœur. La légèreté qui vient de notre instinct d'être humain joyeux, spontané, et en même temps, la profondeur qui donne un sens, une direction, un focus à ce qu'on désire vivre dans notre quotidien. Alors, si on avait à résumer Oui. sur la chorologie, on peut dire que c'est un mode de vie, c'est une pratique. Comment tu le résumerais? Je pense les bons mots, effectivement. C'est une pratique pour moi, plus qu'un enseignement. Une pratique, c'est quelque chose qu'on répète à tous les jours. Et à force de le pratiquer, c'est qu'on atteint un automatisme. Ça se fait naturellement, donc il n'y a plus d'efforts à faire. Et lorsque ça se fait naturellement, on devient un maître dans ce domaine, le maître de sa vie. Comme le pianiste qui répète au début, oui, il y a une pratique à faire, mais à un moment donné, tout va instinctivement, naturellement, donc il n'y a plus d'efforts apparents à faire, en tout cas. Et c'est la même chose pour la vie. Pour moi, c'est l'intelligence du cœur nous amène, c'est une science de la vie, un peu comme en yoga, en Inde, on appelle l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la science de la vie. Alors, c'est une science de la vie qui est une pratique au quotidien, une pratique d'être présent à soi et de nourrir cette vie-là, cette vivance qui nous habite, et de ne pas permettre à personne de venir polluer cette vivance-là dans nos relations, et de ne pas nous-mêmes saboter cette vivance-là à travers d'anciennes programmations qu'on a pu hériter. Alors oui, pratique au quotidien, constante, parce qu'on n'arrivera pas à une destination finale où on va pouvoir s'asseoir et ne plus rien faire. Profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est vivre sa vie, tout simplement.
Maillé, homme de cœur, qu'est-ce que je te souhaite pour cette belle semaine de la Saint-Valentin? Ah, bien, c'est de toucher des cœurs. Pour moi, c'est ma mission de vie, c'est d'aider les gens eux-mêmes à faire vibrer leur cœur. Alors, plus je touche de cœur, plus je suis heureux. Et de cette façon-là, ma vie a un sens à tous les jours avec chaque personne que je rencontre. Et c'est ce que j'essaie de mettre en pratique dans mon quotidien. À travers le communicateur. À travers le communicateur. Il y a une communication aussi, le communicateur. Merci. Merci à toi, Céline.